d'avoir bravé les intempéries. Quelques informations rituelles. Les téléphones, d'ailleurs, moi qui donne des leçons, je vais faire avec ça avec le mien. Et puis, nous parlons ce soir de l'alimentation et des défis climatiques. Avant cela, je voudrais dire quelques mots qui pour nous sont réjouissants. C'est que les Amis de la Liberté sont entrés à l'Académie. Enfin, pas les Amis, pas l'association, hein, mais un des membres fondateurs de l'association, Ernest Pignon-Ernest, a été accueilli hier ou avant-hier à l'Académie des Beaux-Arts. Et il faut voir sa photo le jour de l'admission avec un petit sourire en coin qu'on y connaît, qui signifie « ne me prenez pas au sérieux, je suis quelqu'un qui travaille, mais les honneurs, je m'en moque un peu ». Mais c'est bien qu'il soit, et pour nous, c'est un honneur. Voilà. Alors, cette soirée, là, elle commence un cycle de 3 rencontres qui ont toutes comme point commun les problèmes concernant notre société. Les problèmes qui affectent notre société. Le 23 novembre, il sera question du mal logement, avec Yann Brossat, qui était adjoint au maire à la mairie de Paris, responsable du logement, avec Francis Tujac, maire de Comte, et avec Émile Tornateur. Donc le mal logement. Et puis le 7-12, il sera question de ce que l'on a appelé, quand je dis on, vous le reconnaîtrez, c'est ceux qui ne sont rien. Ceux qui ne sont rien que vous allez probablement, que vous avez peut-être déjà vu en sortant, en entrant, et que vous verrez en sortant, et qui viennent se mettre à l'abri, surtout aujourd'hui, sous les arcades de la place Garibaldi. Et ces personnes, eh bien, nous évoquerons ces problèmes avec Camille Amiti, qui est une sociologue venue de Lyon, ainsi qu'avec des associations qui, dans la ville, aujourd'hui, travaillent pour aider ces personnes, le Secours populaire, les Restos du Cœur, etc. Nous en parlerons plus tard. Ce soir, on évoque donc, dans ce cycle, les problèmes du changement climatique, dont nous vivons chaque jour les conséquences. S'il y a moins de monde ce soir, c'est peut-être en raison, non pas du changement climatique, mais de ce qui s'est passé de toute la semaine dernière, ou dans les 15 derniers jours, dans notre région, avec les dégâts que l'on sait dans le Haut-Pays, et puis qui se déroule encore aujourd'hui dans le Pas-de-Calais, où la situation est dramatique. Donc, ce dérèglement climatique, on a trop tendance, me semble-t-il, à le focaliser sur le réchauffement climatique et des tornades, etc., ainsi que sur les famines causées par les sécheresses en Afrique, notamment. Il y a un aspect que l'on oublie peut-être, et que ce soir on a voulu souligner avec les 3 personnes qui sont là, c'est les problèmes liés à l'alimentation. Et c'est pour cela que nous avons invité 3 personnes qui, chacune à son niveau, présentent œuvrent dans cette direction, dans la direction d'une amélioration des conditions climatiques et du changement, et j'ai nommé Jean-Noël Foucault, qui est agriculteur, et qui nous parlera, alors je lis ce que je crois être le contenu, l'essentiel de son contenu, qui fera un constat sur l'état actuel de l'agriculture. Il évoquera son expérience d'agrumiculteur, c'est un mot qui a été créé il y a quelque temps, et plus largement, il parle des bénéfices sociétaux de l'agroécologie et de la culture biologique. Il y a à côté de lui Gilles Perrol, que je connais depuis quelques décennies, depuis quelques décennies, et qui est adjoint au maire de Montsartou et qui a créé un mouvement important dans sa ville, mais au-delà de la ville, un mouvement qui maintenant concerne l'Europe entière. Il y a eu au mois d'octobre une réunion de 92 pays à laquelle tu participes,
sur les problèmes de l'alimentation et en particulier de l'alimentation scolaire, qui est un problème essentiel dans le développement de l'enfant. On en sait quelque chose quand on travaille avec le réseau Éducation sans frontières, ce que je fais parfois. Et puis, alors il nous parlera de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait encore et de la façon dont il envisage les progrès de son action. Et je terminerai par Andrea Ludovikova, qui est, elle, doctorante à l'Université Côte d'Azur et qui travaille, alors là je fais attention au temps. Ses recherches concernent l'évaluation des projets alimentaires du territoire, si j'ai faux, leurs impacts environnementaux, leur adaptation au changement climatique. Et elle est membre de l'association Grenier d'Abondance. C'est elle qui va nous donner le cadre général dans lequel va se dérouler la rencontre. Et donc, je lui passe la parole tout de suite. Bonjour, bonsoir. Oui. Bonsoir, donc moi c'est Andrea Ludovikova, donc merci pour l'invitation, les Amis de la Liberté, merci d'être là ce soir. Donc comme il a dit Jean, je suis doctorante au laboratoire de géographie à l'Université de Côte d'Azur et je travaille sur l'impact environnemental des politiques alimentaires locales, comme les politiques menées à Moinsartou. Et dans ces cadres, j'ai collaboré sur un projet de recherche avec Gilles et avec la MEAD et la ville de Moinsartou pour démontrer et pour voir quel était l'impact environnemental des politiques qui ont été menées. Donc on va aborder ces résultats plus en détail. Et là, l'objectif de cette introduction, donc ça va durer 10-15 minutes, l'idée c'est juste que je reprends quelques concepts, quelques définitions et aussi quelques chiffres en lien avec le défi climatique et l'alimentation pour être sûr que derrière le débat qu'on va mener, on est tous d'accord sur certains concepts et qu'on répare de la base commune. Donc pour commencer, déjà, quand on parle de l'alimentation, on ne parle pas que de pratiques agricoles ou de ce qu'on mange. C'est un système alimentaire qui est extrêmement complexe et qui est composé de dizaines et dizaines des acteurs qui contient également la politique foncière et agricole, les intrants agricoles, la production, la transformation, la manière dont c'est distribué, consommé, ainsi que les déchets. Et si aujourd'hui on parle de ces défis concernent l'ensemble de ces acteurs. Donc, est-ce que ce système alimentaire actuel, dans sa globalité, est durable? Donc, qui pense qu'il est durable peut lever la main. Personne? Personne. Et qui pense qu'il n'est pas durable? Bon, c'est la majorité. Donc, comment on est arrivé là? Un peu d'histoire. Donc aujourd'hui, donc bien évidemment, si j'ai dit que le système alimentaire il n'est pas durable, ça ne veut pas dire que l'ensemble des modèles qui existent dans ce système ne sont pas durables, parce que je pense que Jeanne-Noël pourra nous montrer qu'il y a aussi d'autres manières de cultiver ou de s'alimenter. Mais dans son ensemble, dans la majorité, le système actuel, il est intensif et industriel. Et cette industrialisation, elle date notamment depuis la Deuxième Guerre mondiale donc, et depuis les années 60, donc c'est ce qu'on appelle la Révolution verte, parce que depuis cette date, la production agricole en France a doublé. En même temps que cette production a doublé, on a réussi à diminuer les surfaces agricoles. C'est un miracle, on a réussi à diminuer les surfaces agricoles, mais on a doublé la production. Donc comment ça a été possible? Ça a été possible notamment à l'usage d'intrants, qui est extrêmement important. Donc si vous voyez les graphiques à droite, donc là c'est la consommation et l'utilisation d'engrais en termes de millions de tonnes. Donc ce qui est en bleu, c'est les engrais azotés, c'est notamment synthétiques, dont l'utilisation a explosé. En rouge, c'est l'eau, donc c'est l'irrigation, dont l'utilisation a également explosé. Et en vert, c'est les engrais phosphatés, donc qui permettent d'augmenter le rendement et qui ont permis aujourd'hui d'avoir une production agricole très très élevée, avec des rendements élevés. Et en même temps, il y avait aussi l'intensification des pratiques agricoles, donc en termes d'usage de tracteurs, mécanisation, aussi l'usage des monocultures, c'est-à-dire qu'il y a des champs entiers qui sont dédiés pour une seule culture, et il y a également hyperspécialisation, c'est-à-dire qu'il y a des territoires qui ont été entièrement consacrés à un tel type, tel
types de production agricole. Donc, en même temps, de point de vue géographique, c'est qu'on observe une séparation des lieux de production et de consommation. Donc, avant, la ville a été majoritairement approvisionnée par les productions qui se situent autour de la ville. Aujourd'hui, on estime que plus de 95% de ce qui est consommé en ville ou en territoire y est importé et 95% de ce qui est produit sur un territoire y est exporté. Donc, on est arrivé à un modèle qui n'est pas très logique. Et en même temps, on observe également une artificialisation de terres agricoles, donc, notamment dans notre région qui est extrêmement importante. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les villes se sont historiquement installées sur des territoires ou des terrains qui étaient très fertiles, c'est des sols qui sont fertiles et qui sont de petit à petit consommés par l'urbanisation. Et d'ailleurs, c'est une tendance qui est toujours présente, qui diminue, mais qui est aujourd'hui là, et on témoigne également à Nice, notamment en termes de la plaine de Var. Ces systèmes, ils produisent des externalités, ce qu'on appelle des externalités négatives en termes d'environnement, donc c'est dont on va majoritairement parler aujourd'hui, mais également sociales et sociétales. Aujourd'hui, dans le système alimentaire, on sait aujourd'hui qu'il y a, par exemple, dans la culture de cacao, utilisée pour le chocolat, on sait qu'il y a encore de l'esclavagisme, il y a le travail des enfants. Il y a un usage de pesticides, souvent sans protection. Les agriculteurs sont les premières personnes à toucher. Je pourrais nommer plein de choses comme ça. Il y a également des externalités négatives en termes d'économie. Donc il y a des inégalités économiques qui sont assez fortes. Aujourd'hui, les paysans, ils ont un salaire qui ne démontre absolument pas le travail essentiel qu'ils font. Et la majorité des profits sont aujourd'hui absorbés par les sociétés qui produisent des semences, qui produisent des pesticides, qui produisent des engrais. Vous voyez des exemples comme Bayer, Monsanto, etc. Et il y a également une précarité alimentaire qui est assez forte en France. Donc par contre, je vais aujourd'hui me concentrer sur la partie des externalités environnementales, mais les externalités sociales et économiques sont également très importantes et sont liées aux externalités environnementales. Donc, en termes de l'environnement, on va parler de climat, bien sûr. Le système alimentaire actuel contribue entre 21 et 37% des émissions mondiales. C'est des estimations de GIEC, donc c'est plus ou moins précis. Ce que veut dire que si aujourd'hui on veut s'attaquer et diminuer le réchauffement climatique et ainsi diminuer ses conséquences qu'on va devoir subir, il faut s'attaquer absolument à l'alimentation. Sans s'attaquer à notre système alimentaire, la neutralité carbone n'est simplement pas possible. Et pour ne pas parler que de climat, il y a également d'autres pollutions de l'eau, de l'air et du sol liées aux produits phytosanitaires, mais aussi des engrais, mais également des antibiotiques, etc. Et en dernier lieu, qui est extrêmement important, c'est la contribution de l'agriculture mondiale à l'effondrement de la biodiversité. L'agriculture, c'est le secteur qui contribue au plus à la déforestation. Certains produits tels que l'huile de palme ou le soja utilisé pour l'alimentation animale contribuent très fortement à la déforestation, ce qui entraîne un changement d'affectation de sol et ce qui contribue de nouveau au changement climatique et à la destruction des écosystèmes. Donc, pour faire un petit zoom sur le climat, parce qu'on va parler surtout de ça, si on regarde le bilan carbone de l'alimentation en France, c'est l'ensemble des produits qui sont consommés en France, la majorité de cette empreinte provient de l'étape agricole, c'est l'étape absolument importante qu'il faut aujourd'hui transformer. Il y a derrière l'impact de l'industrie agroalimentaire, l'impact de transport, il est non négligeable également, et puis il y a aussi la grande distribution et la consommation des ménages, c'est-à-dire la cuisson, etc., qui contribuent aussi à cet impact. Concernant l'agriculture, c'est un secteur qui est assez spécifique en termes de gaz à effet de serre, parce que souvent on parle que de CO2, mais en agriculture, c'est pas vraiment le CO2 qui est l'enjeu, parce que la majorité des gaz, donc il y a plusieurs gaz à effet de serre, mais la majorité des gaz à effet de serre qui proviennent de l'agriculture, ça va être le méthane, donc CH4, qui contribue à 40% de l'empreinte de l'agriculture en France, et c'est notamment le méthane qui est émis par les animaux d'élevage, donc ça va être principalement le vache, par le processus de la fermentation entérique.
Il y a également le protoxyde d'azote, c'est un gaz à effet de serre très puissant, 300 fois plus puissant que le CO2, et donc qui est émis notamment dû à l'utilisation des engrais azotés, surtout synthétiques, donc qui sont produits d'une manière synthétique, mais il y a également les effluents d'élevage et les résidus des cultures qui y contribuent. Et bien évidemment, il y a aussi les CO2, notamment liés à la consommation des tracteurs, etc. Donc tout ça, il faut prendre en compte si on parle de diminution d'impact climatique de l'agriculture. Il y a aujourd'hui des objectifs en France pour diminuer ces impacts. C'est ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une stratégie mise en place par l'État français pour diminuer ces impacts de tout secteur. Et l'agriculture y fait partie. Donc, il vise à diminuer l'impact de l'agriculture par 18%, non, 18% 2030 et presque 50% 2050. Donc aujourd'hui, on ne diminue presque pas ces émissions. Donc, il faut aller beaucoup plus loin si on veut y arriver. Malgré ça, il y a quand même une petite diminution qui est observée et qui est notamment due à la diminution de cheptel bovin en France. Donc l'agriculture, ce n'est pas simplement un secteur qui contribue fortement au changement climatique, mais c'est également l'un des secteurs qui est le plus vulnérable au changement climatique, et je pense qu'on va en parler un peu plus. Donc là, sur ces graphiques, ce que vous voyez, c'est la production française, donc production agricole en France depuis le début du XXe siècle, et on voit que ça a beaucoup augmenté, mais il y a quelques périodes où ça a beaucoup diminué, notamment 1976 et 2006 et 2016, et c'est que ces 3 années ont en commun, c'est que c'était des périodes où il y avait des périodes climatiques assez importantes, donc c'était des sécheresses dans les 2 premiers cas, puis des inondations en 2016, et dans chacun de ces cas, il y avait une diminution de la production agricole en France d'environ un quart. Donc un quart, c'est quand même assez important pour la première puissance agricole en Europe, et donc avec des répercussions économiques absolument désastreuses pour les agriculteurs, mais aussi pour l'industrie. Et on sait aujourd'hui qu'avec le changement climatique, ces périodes vont s'accentuer. Donc le changement climatique va intensifier les événements climatiques extrêmes de point de vue de leur fréquence, mais aussi de leur intensité. Donc ça va être de plus en plus fort. Donc les tempêtes, telles que la tempête Alex, ça va être rien. En comparant, c'est qu'on va vivre en 2050. Et donc l'agriculture va subir tous ces chocs, notamment dans cette région en lien avec les sécheresses. Donc, et ça va venir accentuer les problèmes qui sont déjà aujourd'hui liés à la gestion de l'eau. Donc, quelles sont les solutions pour ne pas finir sur une note négative? Donc, d'un point de vue scientifique, il y a 3 catégories de solutions qu'on évoque dans l'ensemble de scénarios, des études scientifiques. Donc, la première, c'est bien évidemment de transformer notre système agricole, notamment en mettant en place des pratiques agroécologiques, des pratiques qui se basent sur la nature. Et je pense que Jean-Noël en parlera beaucoup mieux que moi. Il y a également la transition alimentaire. Donc il faut absolument aujourd'hui changer notre manière de s'alimenter, manger moins transformé, moins de protéines animales, moins de chocolat, etc. Et donc, je pense que Gilles en parlera un peu avec ce qu'ils ont fait à Montsartour. Et il y a également la relocalisation, c'est-à-dire de ramener l'agriculture sur les territoires, retravailler, réorganiser l'aménagement de territoire pour y inclure un peu mieux l'agriculture et l'alimentation. Et ça c'est très important, pas simplement parce que ça permet de diminuer le transport et les impacts liés à ces transports, mais surtout parce que ça nous permet de reprendre le contrôle sur ce qu'on cultive et sur ce qu'on mange. Donc je vais m'arrêter là. C'est que j'aimerais aussi ajouter, c'est juste que cette transition, elle doit se faire à l'échelle nationale, ou même internationale, par les politiques européennes, par les politiques nationales. Elle doit se faire à l'échelle locale, donc par les élus. Je sais qu'il y a aussi d'autres élus dans la salle. Et elle doit se faire aussi par les consommateurs. Parce qu'on consomme, qu'on mange 3 fois, 5 fois par jour, et donc on a un rôle à jouer dans cette transition. Et je passe la parole à Jean-Noël. On va écouter les 3 intervenants et puis ensuite on fera le point des questions que vous nous posez à propos de leurs interventions. Alors je passe la parole. Ah, moi, est-ce que vous avez une question? C'est bien. Bonsoir à toutes et tous.
Donc Jean-Noël Falcou, je suis paysan bio depuis une vingtaine d'années à Valoris. Et je suis aussi militant écologiste, et ce qui fait que j'ai différentes casquettes qui tournent toutes autour du défi climatique et de l'agriculture. Donc à travers mes professions, donc paysan à titre individuel, mais j'ai aussi un autre métier, je m'occupe des filières agricoles du groupe Mul, qui est le plus gros producteur transformateur de plantes à parfum dans le pays grassois. Et à ce titre, j'interviens dans différentes structures agricoles, Agribio 06, un institut technique, un peu le lycée agricole, et je suis membre de la commission agriculture d'Europe Écologie Les Verts notamment. Donc c'est pour vous dire que j'ai à la fois une vision très terrain, très pratique depuis 20 ans, à laquelle je suis farouchement attaché, et en même temps, moi je lis beaucoup ma pratique de terrain aux réflexions globales qui nous amènent aujourd'hui, parce que oui, il faut penser, il faut analyser, il faut penser, mais il faut surtout se retrousser les manches et faire vite. C'est pour ça que depuis 20 ans, on a pas mal de liens, enfin, j'ai beaucoup de relations avec Montsartou qui fait depuis longtemps. Andrea a déjà dit beaucoup de choses sur l'agriculture en France. Elle a tout à fait raison de pointer les problèmes qu'on a aujourd'hui. Le résumé, c'est que l'agriculture aujourd'hui, notre système agricole est à bout de souffle. Et s'il est à bout de souffle, ça se ressent aussi dans notre manière de consommer, de nous alimenter. C'est la raison pour laquelle on parle d'ailleurs de système agro-industriel, agroalimentaire, parce que les deux sont intimement liés. Ça vient, tu l'as rappelé, de la construction historique, du chamboulement qu'il y a eu lors du XXe siècle autour de l'agriculture. Avant, on avait principalement une agriculture vivrière, de polyculture, très localisée. Et autour de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il a fallu recycler notamment l'azote qu'on utilisait pour faire des bombes, on s'est rendu compte qu'en le mettant dans les champs, il y avait des rendements qui étaient quand même beaucoup plus importants. Et le recours aux énergies fossiles facilement abordables, pas chères et à profusion, ont fait qu'on est allé vers un système beaucoup plus spécialisé. Donc on est allé vers la monoculture, ce qui n'existait pas vraiment avant, mais aussi une spécialisation qui s'est beaucoup régionalisée. C'est-à-dire que en France, dans la Beauce, on fait des céréales, en Bretagne, on fait de l'élevage, mais bon, dans la Beauce, ils auraient besoin un peu de fumier aussi pour leurs céréales, et puis les animaux d'élevage sont nourris beaucoup avec des céréales. Donc on a des spécialisations régionales, on a des spécialisations de production, on a du coup des agrandissements de fermes qui se sont faits de manière très 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 importante. Je ne veux pas vous assommer de chiffres, mais je pourrais vous donner quelques chiffres. Dans les Alpes-Maritimes, par exemple, on est passé en 40 ans d'une moyenne de 2 hectares pour une ferme à aujourd'hui 35 hectares. C'est beaucoup plus dans notre région. Donc on a divisé par 10 le nombre de paysans et de paysannes, et en revanche, on a augmenté par 10 les surfaces. Au profit d'un système très mécanisé, forcément. Donc on gagne, ce qu'on gagne en productivité, on le perd en intensivité. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a plus de personnes sur le terrain, elles arrivent à produire plus à la surface. En revanche, là, aujourd'hui, on est dans un système où moins de personnes arrivent à produire à elles toutes seules, plus en s'appuyant sur les machines, l'essence, etc. Sauf qu'aujourd'hui, ces intrants, cette essence, cette spécialisation et surtout la nouvelle donne du bouleversement climatique fait que on ne peut plus continuer comme ça. C'est impossible de continuer comme ça. Pour plein de raisons, on a dit notre besoin de baisser les émissions de gaz à effet de serre, t'en as parlé, rien que la partie agricole, le GIEC dit 21%, rien que sur la production. Et ensuite, on rajoute l'alimentation pour arriver aux presque 37%, dont parlait Andrea. Les pollutions, voilà, les marées vertes, pollution de l'air, empoisonnement de certains agriculteurs qui manipulent ces produits. Il y a maintenant une tolérance de la société civile qui est beaucoup plus faible à ces pollutions qu'avant, et c'est une bonne chose. Biodiversité. Là, on a perdu en 40 ans 60% des oiseaux dans les champs, quasiment 80% des insectes. Et ça a un impact très important sur notamment les ravageurs, donc les nouvelles maladies, les nouvelles pestes qu'on peut avoir en agriculture. Et pour l'instant, la seule solution de la majorité des agriculteurs sont les produits phytosanitaires. Et on revient sur intrants qui viennent du pétrole, impact sur la biodiversité. Voilà. Donc là, on est dans un cercle vicieux. Oui.
vicieux qu'il faut absolument casser. Des solutions, heureusement, il en existe, mais elles demandent une mobilisation très 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 importante de toute la société. Je dis même pas, c'est même pas du monde agricole, c'est pas seulement des collectivités, c'est de toute la société. Il faut réussir à installer beaucoup plus de paysans, beaucoup plus. Il faut réussir à du coup avoir accès au foncier, à former des personnes. Il faut être capable de transmettre les bonnes pratiques agricoles. Alors ce que j'appelle bonnes pratiques, on dit les pratiques agroécologiques. Donc celles qui respectent le sol, l'air et quelque part la durabilité et la transmission des exploitations et de ce qui est notre patrimoine commun, le sol, l'environnement et notre capacité à produire pour être indépendant. Tu as parlé de la modification du régime alimentaire. Deux tiers des surfaces françaises agricoles aujourd'hui, c'est pour l'élevage. C'est extrêmement important, sachant que en même temps, on a énormément recours aux importations pour pouvoir élever. C'est-à-dire que nous, en simplifiant à l'extrême, on va produire du maïs, mais on va importer du soja pour équilibrer la ration alimentaire du bétail, par exemple. Donc ça, c'est des modifications qu'il faut avoir vraiment en profondeur. Il y a tout un sujet social aussi sur l'agriculture qui est important d'avoir en tête. Si les fermes sont mal transmises ou pas transmises, si les jeunes n'arrivent pas à s'installer, c'est aussi parce que les retraites des paysannes et des paysans sont ridicules et qu'ils ont intérêt plutôt à vendre ou à construire dessus. Il faut être vigilant sur l'accès au foncier. En ce moment, il y a des gros enjeux énergétiques sur les terres agricoles. Je pense à la pose de panneaux solaires, à la méthanisation, à la production d'agrocarburants qui sont aujourd'hui on va dire un risque supplémentaire qui pèse sur l'agriculture en plus de l'artificialisation des sols qu'on connaît bien dans les Alpes-Maritimes. Et cette transition, elle est possible que par des règles, qu'on appelle des lois, qui sont prises en général au plus haut niveau. Alors l'agriculture, c'est principalement au niveau européen, avec la politique agricole commune qu'on arrive à aider et à impulser les changements. Et cette PAC va être modifiée bientôt, là, dans le prochain mandat, et ça va être, je pense, un gros enjeu. L'enjeu, aujourd'hui, quand on est un petit maraîcher bio, on n'a pas le droit, on a le droit à aucune aide. Zéro. Alors, cette année, ça a changé, on a le droit à 500 € par an maintenant, c'est la première fois qu'il y a une aide petite surface, mais il n'y a pas d'aide pour les bonnes pratiques et les petits. Pour faire, je caricature un peu, mais je n'exagère pas. En revanche, la PAC aujourd'hui, elle aide principalement les gros producteurs. Les céréaliers, certains éleveurs, pas tous. Et c'est aussi, ça entretient un système qui est beaucoup basé sur, je l'ai déjà dit, agrandissement, endettement. L'endettement moyen d'une ferme en France est 200 000 €. Ça pèse pour près de 50% du budget des exploitations. Donc c'est tout ce système-là qu'il faut réussir à changer pour réorienter les aides vers les bonnes pratiques et plutôt vers l'emploi plutôt qu'à la surface. Aujourd'hui, les aides sont beaucoup à la surface. Si elles étaient orientées à l'emploi, eh ben, elles aideraient énormément à la fois les paysans, à la fois notre système alimentaire, mais aussi les territoires ruraux qu'en ont grandement besoin. Peut-être je ne vais pas faire trop long, je vous propose dans les questions que je revienne sur la situation des Alpes-Maritimes, si ça vous intéresse, parce qu'on est le département le moins agricole de France. Et on a des gros enjeux ici, notamment sur l'urbanisation. Et en même temps, on a certains atouts. On a conservé une agriculture paysanne, on a encore des filières de qualité, on a 17% de la surface en bio. Donc on a d'énormes enjeux, mais par contre on est nul en termes de souveraineté alimentaire. C'est-à-dire qu'on peut tenir, si demain on fermait les Alpes-Maritimes, on tiendrait 3-4 jours à peu près. Et ensuite, tout le reste de l'année, il faudrait trouver une autre solution. Donc aujourd'hui, enfin on est 1 million de personnes dans les Alpes-Maritimes, si on rajoute les 200 000 touristes, on est pas mal. Et je vous dis, on est suivant les calculs, entre 1 et 3% d'autonomie alimentaire, ce qui est vraiment ridicule. Donc il y a aussi un enjeu dans les temps incertains qu'on connaît déjà, mais qui sont à nos portes, qui ne sont pas chez nous. Il y a un énorme enjeu de sécurité alimentaire, pas seulement de souveraineté, à être capable de produire local et de produire chez nous. Donc en un mot, voilà, l'agriculture ne va pas bien.
l'agriculture fait partie du problème du défi climatique, mais elle fait également partie de la solution, et on a un énorme levier en modifiant l'agriculture et les pratiques agricoles qui seraient profitables à chacune et chacun d'entre nous. Eh bien, un exemple maintenant de ce qui peut être fait et des bonnes pratiques que Jean-Noël a citées plusieurs fois, mais je crois que tout à l'heure il faudra parler de ce que sont les bonnes pratiques, quelques exemples de bonnes pratiques. Mais une de ces bonnes pratiques, à l'échelon au-dessus, c'est-à-dire au niveau de la transformation du produit agricole, Gilles a travaillé là-dessus pendant des années. Pardon. Je disais que Gilles a travaillé sur ces questions de transformation du produit agricole, et il va nous en parler parce qu'il a une grande expérience dans ce domaine. Merci Jean, bonsoir à tous. Et effectivement, l'agriculture et l'alimentation sont une solution. Actuellement, dans la planification écologique telle qu'elle nous a été présentée par le président de la République, il n'y a pas eu un mot sur l'alimentation et l'agriculture, donc pas un mot sur un quart de la solution à la problématique. Donc on voit l'enjeu, effectivement, sur des soirées comme cela, de remettre ce sujet au cœur. Et je vais vous montrer, je vais vous expliquer ce qu'on a fait à Montsartou. Et ce qui est intéressant, c'est que, à la fin de ma présentation, on la fera à deux voix avec Andrea, parce que au bout de 5 ans d'action du projet alimentaire territorial de Montsartou, on voit qu'on a des résultats. Donc c'est ça aussi qui est encourageant. Alors, juste un focus sur le titre que j'ai retenu, de la fourchette à la fourche. J'ai inversé le slogan habituel, parce que ce n'est pas forcément les agriculteurs ou l'industrie agroalimentaire qui doivent décider ce qu'on mange. Le mangeur peut décider de comment il veut manger, s'il veut manger bio, s'il veut manger plus végétal, s'il veut manger plus local. Et donc, ce n'est pas une question d'offre, comme on a l'habitude de le voir en économie, c'est plus une question de besoin et d'avoir les ressources qui permettent d'atteindre nos objectifs de besoin. Et changer un peu de paradigme, voilà. Je vous pose ça comme ça, on pourra en reparler. Si Montsartou a commencé très tôt à travailler sur l'alimentation, enjeux de santé et d'environnement, c'est parce que très tôt, on a pris conscience, et grâce à une grande crise alimentaire qu'on a eue en France, la vache folle, je pense qu'un certain nombre s'en souviennent, il y a quelques jeunes, c'est peut-être plus dur, ça fait plaisir de voir des jeunes. Et au moment où on nous a interdit de servir de la viande de bœuf aux enfants, au risque de les rendre malades, très malades, puisque ça pouvait être mortel, nous, ce qu'on a fait, c'est que du jour au lendemain, on a continué à servir du bœuf bio. Parce que le bœuf bio n'était pas malade, puisqu'il n'était pas nourri à base de farine animale, mais bien à base d'herbes qui sont dans les champs. Pour des herbivores, c'est assez cohérent. Il faut savoir d'ailleurs que dans le cadre du CETA, où on a des échanges commerciaux avec le Canada, on retrouve dans les cantines de France des bœufs qui viennent du Canada et qui sont nourris aux farines animales. Oh. Donc il y a encore du boulot. Ouais. Donc voilà, juste, je voulais vous donner ce point de détail parce que je pense que les politiques publiques, les personnes qui construisent les politiques publiques, les élus, les techniciens, devraient beaucoup plus travailler avec le monde de la connaissance, de la recherche, le monde scientifique, un peu intégrer ce que nous dit Andrea par exemple, et comment, nous ce qu'on sait faire c'est construire des politiques publiques. Mais pour quel objectif et pour répondre à quelle problématique? Et donc si on ne connaît pas bien les enjeux, ben, on ne va pas construire des bonnes politiques publiques. Si on construit des politiques publiques juste dans des intérêts de réélection ou économiques, et ben forcément on n'aura pas des politiques publiques qui seront engagées dans la transition écologique par exemple. Donc voilà.
et ça, c'est un point assez fort de la construction. Bon, c'est Andreas Kiri, hein, que certains doivent connaître ici, qui a initié cette démarche, hein, et que moi, je travaillais longtemps avec lui, parce que je suis lui depuis 1995, et notamment le Festival du Livre, que vous devez connaître aussi, est un outil formidable pour les élus d'accès à la connaissance. Mais aussi, c'est un outil d'accès à la connaissance pour les citoyens de Montsartou. Et ce qui fait, on part d'une base de connaissances communes, habitants, élus, et donc ça favorise plus facilement les politiques de transition. Nous, ce qu'on a fait, on a commencé par à travailler sur la transition alimentaire, parce que ce que font toutes les communes, la cantine. C'est vraiment la première compétence alimentaire d'une collectivité, qu'elle soit municipale, départementale ou régionale. Chaque niveau a sa cantine. Et après avoir vécu la crise de la vache folle et au moment du Grenelle de l'environnement, parce que pour mémoire, le Grenelle de l'environnement prévoyait, à partir de 2008, de transformer la restauration scolaire avec 20% de bio pour 2012. Ça vous rappelle la loi Egalim, qui a redit la même chose en 2018 pour 2022. On est en 2023, on est à 6% pour les calculs les plus optimistes. Donc, eh ben nous, on a décidé de relever le défi en 2008. On s'est dit, oui, le bio, c'est bien que ça soit dans le Grenelle, c'est un vrai enjeu santé environnementale, c'était tout le travail d'Andreas Kiri, mais si c'est hyper important, pourquoi viser 20% de bio et pas 100%? Et ça a été le départ de la grande aventure des cantines 100% bio de Montsartou. On est parti un peu la fleur au fusil, en se disant on va essayer de réussir le challenge. Et en fait, c'est là où c'est hyper intéressant d'être ambitieux dans ses objectifs, c'est que ça a été super simple. En 4 ans, on est passé au 100% bio, sans surcoût. Et même en faisant 6 centimes d'économie par repas, puisqu'on est passé de 1,92 € à 1,86 € de coût matière d'achat aliments. Donc, quand on dit que le bio est inaccessible à la cantine, c'est faux. C'est faux, ou alors c'est parce qu'on ne change aucune de nos pratiques. C'est-à-dire que si on achète du bio et qu'on continue à avoir 30% de ce qu'on achète dans la poubelle, qu'on ne diversifie pas les protéines, ben on n'a pas les leviers pour maîtriser les coûts. Donc, justement, nous, la diminution de 80% du gaz réglementaire qu'on a fait a financé les 20 centimes de surcoût d'alimentation bio, parce que en achetant, en jetant 80% de moins, en passant de 147 grammes à 30 grammes de gaspillage alimentaire, on a généré un volume important d'économies d'achat, et donc financier, pour payer le delta du bio. On a aussi, alors sur l'enjeu local, on a un objectif de relocalisation. Nous, on a un approvisionnement 70% régional, comme l'a dit Jean-Noël, avec 1% d'autonomie alimentaire dans le maritime, on ne peut pas se nourrir avec la production hyper locale, mais la région PACA et le Piémont italien offrent des opportunités suffisantes pour approvisionner dans la majorité des produits. C'est pour ça qu'on n'est qu'à 70%, parce que des produits comme la volaille, par exemple. La volaille pour la restauration collective, on ne la trouve pas en PACA et en Piémont. Mais globalement, on peut avancer. Un autre levier qu'on travaille depuis 2017, c'est la diversification des protéines, c'est la végétalisation de l'assiette. On a bien vu que le cheptel, et le cheptel de bœuf principalement, est le plus impactant sur l'impact climatique, donc il faut manger moins de viande. Pour manger moins de viande, ben, il suffit de le décider et de changer la composition des repas. En 2017, on était à 1 repas par semaine, 2019, 2, et depuis septembre 2022, 50%. 50%, c'était notre objectif final, parce qu'il y a des scénarios, comme le scénario After 2050 de l'association Solagro,
qui disent qu'il faut viser une diminution de 50% de sa part de viande. Si tout le monde le fait, on arrive à vraiment impacter positivement la lutte contre le réchauffement climatique. On a aussi réorienté des fruits et légumes de saison. Alors c'est pas neutre les fruits et légumes de saison parce que si on ne prend pas du saison, bah, ça vient de plus loin, donc l'impact transport, même si ce n'est pas l'impact le plus fort de l'agriculture, il y est, mais c'est aussi un facteur de prix. Quand on achète des produits de saison, on maîtrise mieux le coût que si on achète des produits à contre-saison. Et ces produits, bien sûr, ils sont cuisinés tous les jours dans chaque école. On a 3 écoles, 3 cuisines, 1200 repas jour, donc c'est pas petit non plus. Hein, et on a une cuisine, je dirais, familiale, goûteuse. Et parce que si on veut faire manger des légumes aux enfants, il vaut mieux qu'ils soient bien cuisinés. Ça, c'est sur le volet cantine. Il y a un autre projet qui a été assez fort, qui est venu dans la foulée de cet objectif de 100% bio et de cantine respectueuse de la santé et de l'environnement. C'est justement l'enjeu des légumes. L'enjeu des légumes dans un territoire qui est très propice à la culture du maraîchage, mais dont on n'arrivait pas à attirer la production locale dans nos cantines. Pourquoi? Essentiellement parce que il y a de moins en moins d'agriculteurs et de production et qu'il y a 1 million d'habitants. Et quand il y a 1 million d'habitants qui souhaitent acheter des produits locaux, ben la commande publique, elle n'est pas concurrentielle parce qu'elle paye un peu moins bien et elle est très lourde administrativement. Donc un producteur, il ne va pas s'embêter. Et il a raison, il vaut mieux qu'il aille sur une ABAP, sur un marché de producteurs, sur une boutique de paysans, et qu'il vende directement, sans trop de surcharge. Et c'est là qu'est née en 2008 l'idée d'une ferme municipale, d'une régie municipale agricole. Et voilà, on s'est dit, il n'y a pas, ben on va le faire, on va relever le défi. Là aussi, c'était une idée un peu folle, et qui finalement a aussi été très simple. On a sur un terrain de 4 hectares qu'on avait préempté pour le sauver de l'urbanisation, il aurait dû y avoir un lotissement dessus. Et c'est devenu une ferme municipale, bio, où on produit une 50aine de variétés de légumes depuis 2011, 25 tonnes par an à peu près, moins en 2022-2023, parce qu'on subit aussi les aléas climatiques, et c'est intéressant qu'une ville agricultrice des élus et les pieds et les mains dans la terre pour voir au quotidien ce que c'est que le réchauffement climatique sur l'agriculture et qui doit pousser à aller encore plus vite dans la transition. Donc on a une autonomie en légumes d'à peu près 96% hors pommes de terre, parce qu'on n'est pas un terroir à patates, hein, sur la côte d'Azur, ça se saurait, sur le Haut-Pays peut-être, mais en tout cas pas sur la bande littorale. Et 96% d'autonomie grâce à une transformation l'été de légumes en surgélation, parce que vous n'aurez pas échappé que les cantines scolaires, que les écoles l'été sont fermées, qu'il y a les centres de loisirs, mais qu'il y a moins de repas et que c'est un pic de production. Donc la transformation s'est très vite imposée pour avancer dans ce modèle. Et c'est aussi un formidable outil pédagogique pour les enfants et pour la population. Et tout ça, ça nous a amené en 2016, après avoir fait 2 études auprès des parents sur qu'est-ce qu'ils connaissaient du projet de la cantine, qu'est-ce qu'ils en pensaient, est-ce que la cantine avait modifié leur pratique alimentaire, et on a vu que oui. Les parents s'appropriaient le projet, transformaient leur manière de manger, et on s'est dit on va l'accompagner. Et c'est là qu'en 2016, on a créé la Maison d'éducation à l'alimentation durable, qui est devenu en 2017 un projet alimentaire territorial qui travaille sur 5 axes. Le premier, et un des plus importants, c'est la reconquête agricole. Comment on fait revenir de la production agricole sur notre territoire, et avant tout, comment on préserve les terres agricoles, et même comment on arrive à reconquérir les terres agricoles, parce que la prise de conscience d'être obligé de créer une régie municipale agricole pour avoir des légumes locaux pour nos enfants, ça nous a fait prendre conscience que on manquait de production sur le territoire. Et
Et c'est pour ça que dans le PLU, un plan local d'urbanisme de 2012, on est passé de 40 à 112 hectares classés agricoles à Montsartou, donc on a triplé les surfaces agricoles. On est à nouveau en révision de PLU, et on devrait passer autour de 150 hectares agricoles, ce qui sera loin de permettre une autosuffisance alimentaire. Hein. Il nous faudrait, sans changer de régime, il nous faudrait 7000 hectares, et avec un régime où on diminue de 50% la part de viande, il nous faudrait 3500 hectares, et Montsartou en fait 1350, donc vous voyez que... mais le but, c'est pas d'être en autarcie. Le but, c'est de faire sa part de production avec les terres qu'on a, et de pouvoir travailler en collaboration avec d'autres territoires qui ont plus de terres agricoles. Classer les terres agricoles, c'est ce qui est essentiel et à faire en premier. On l'a fait il y a 11 ans. On a signé les premiers baux agricoles. Enfin, non, il y a eu un bail agricole en 2012, la première année, et il n'y en a plus eu jusqu'en 2023, où Jean-Noël a pu signer des baux agricoles avec 2 propriétaires et avec Alexandrin, Adrien, pardon, le collègue avec qui il va exploiter ses terres. Et c'est un vrai challenge, parce que convaincre les propriétaires à qui on a classé les terres agricoles de les libérer à la production et pas les thésauriser, en faire de la rétention pour des investissements et des spéculations futures, c'est un travail de 10 ans auprès des propriétaires pour les convaincre. On a convaincu des familles historiques, et on espère bien que d'avoir convaincu des familles historiques, ça va faire boule de neige pour en libérer d'autres. Il y a 2 autres propriétaires qui sont déjà sur les rangs sur un autre quartier. Reste un problème vital pour l'agriculture dans notre département, c'est-à-dire qu'on classe des terres agricoles, on accompagne les porteurs de projets, mais si les porteurs de projets viennent d'une autre région, ben, il va falloir les loger. Et on a énormément de porteurs de projets qui renoncent à venir chez nous, parce que les terres agricoles n'ont pas de bâti, et s'ils doivent se loger dans le parc privé de Montsartou ou les alentours, hein, c'est pareil sur tout le département, c'est pas à la hauteur des revenus d'un agriculteur, et s'il faut les intégrer dans le parc social, c'est 2 à 3 ans d'attente. Donc ils ne peuvent pas conditionner leur projet à 2-3 ans d'attente. Donc voilà, et on travaille nous sur un projet de hameau agricole qui ferait de l'habitat locatif pour agriculteurs en activité, en direct, en chantant les logements sociaux, mais avec des partenariats, parce que la mairie ne peut pas tout payer, avec des partenariats avec les bailleurs sociaux ou d'autres porteurs de projets. Le deuxième axe, c'est l'accès à l'alimentation durable pour tous. Donc c'est arriver à avoir sur la commune suffisamment de commerces qui offrent des produits d'alimentation durable et avec une variété d'organisations. Donc on a 3 surfaces commerciales 100% bio, 3 enseignes 100% bio de vente pour une ville de 10 000 habitants, c'est pas mal. On a une épicerie associative qui est en copie, là, que connaît bien Jean-Noël, la maison du commerce équitable. Ça me fait penser que je ne vous ai pas dit que sur la cantine, on avait une part de commerce équitable, parce que c'est un peu ce que disait tout à l'heure Andrea, c'est-à-dire que des fois on peut acheter des produits bio qui viennent de loin, qui seront produits dans des conditions pas forcément équitables, respectueuses de la santé des travailleurs et du salaire des travailleurs. Donc acheter tout ce qui vient du sud, café, banane, chocolat, riz principalement pour nous, et sucre, c'est hyper important de rajouter ce label équitable. Et ce que fait depuis longtemps la Maison du Commerce équitable et que se fait maintenant au niveau national, et il a été créé un label Bio-Équitable France. Il faut le savoir, je pense qu'il faut regarder ça quand vous faites vos courses, parce que c'est aussi permettre une juste rémunération des agriculteurs en France qui sont en bio. Troisième volet, c'est l'éducation de tous les publics à l'alimentation durable. C'est comment on change les pratiques, comment on change les gens
à recuisiner, à choisir des produits de qualité, tout en maîtrisant son budget, comme on l'a fait à la cantine. Et je reviendrai sur des exemples dans les questions, parce que je ne veux pas être trop long. Quatrième axe, c'est recherche-action, c'est-à-dire qu'on travaille en permanence avec des universitaires, avec des étudiants, sur notre projet, sur l'impact de notre projet, sur des nouvelles pistes à ouvrir sur notre projet. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ce travail dans le monde de la connaissance. Et le dernier, c'est la dissémination, c'est-à-dire que c'est un peu nous on fait notre part, comme disait Pierre Rabhi. Pour rappel, le mouvement des colibris a été créé à Montsartou dans le cadre du Festival du Livre. Mais pour que ça se passe bien à Montsartou, c'est super pour les habitants de Montsartou, mais on ne va pas changer le monde tout seul. Et il est important que ça se passe partout. Donc il faut partager les expériences réussies et montrer que c'est ça à mettre en place. Donc depuis 2018, on a échangé avec plus de 750 collectivités en France, en Europe. Cette semaine, on avait un groupe d'Algériens mardi. On avait un élu de Montsartou qui était à Marbourg avec 17 pays pour échanger sur l'évolution des systèmes alimentaires. On est tous azimuts sur la mobilisation des élus, des territoires, sur le changement des systèmes alimentaires. Voilà, pour ne pas être trop long, je vais m'arrêter là. On fera peut-être à partir d'une question, ou je ne sais pas, voilà, j'ai quelques diapos encore sur les résultats de l'étude d'impact des actions de Montsartou, sur comment en 5 ans on a emmené les habitants de Montsartou à changer leur régime alimentaire et quel impact ça a sur les gaz à effet de serre, sur les surfaces agricoles, sur l'eau, sur l'utilisation du pétrole, etc. Merci. Il y a une question Robert. Oui, merci pour ce... J'ai vraiment appris beaucoup de choses et c'est formidable de vous entendre. Merci à vous tous. Première chose, je voudrais dire, quels sont les ennemis de ces projets? Je sais bien que la FNSEA, qui co-gère le ministère de l'Agriculture depuis toujours, doit être un des principaux. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ça me préoccupe beaucoup. Comme c'est la police, c'est la même chose. Le syndicat de police qui co-gère le ministère de l'Intérieur. Je crois que ça mériterait quelques remarques, quelques observations, peut-être quelques illustrations. On prend encore d'autres questions. Oui. Bonjour. Moi, c'est pas une question, c'est plus un constat. On a été à Tour de Reims un peu à un moment donné, les équivalents, tout à fait au début, dans les années 77-80, les équivalents de Montsartou. Il y avait une relation très forte avec Andreas Kerry et toute l'équipe à l'époque. Et le constat que j'ai fait, c'est que au bout de 6 ans, très gentiment, les Touretans nous ont expliqué qu'ils avaient fait une erreur de casting. Et une des raisons électorales, c'est pas la seule, mais une des raisons électorales très fortes, c'est que le foncier n'était pas très cher. Nous, avec le poste qu'on avait fait, on avait délimité au maximum des secteurs non constructibles, à vocation plus ou moins agricole encore, on n'était pas tout à fait très étendu, etc. Mais par contre, on s'est heurté au fait que les petites gens de l'Ariane voulaient, je prends une caricature, mais voulaient s'implanter nécessairement autour du mythe de la petite villa, de la petite maison, terrain pas cher, etc. Et face à cet électorat de petites gens, électorat justifié, avec ce type de modèle d'extension périurbaine, cet électorat-là, alors que théoriquement il aurait dû nous être favorable, il n'a pas été. Et si on a été battu, c'est une des raisons électorales que ce modèle, je dirais, socio-économique. D'autres personnes? Ah.
Oui, bonsoir, Agnès Laurence du lycée horticole d'Antibes. Donc je suis ravie d'être parmi vous. Je suis arrivée un petit peu en retard, donc j'ai raté l'intervention du chercheur, ou de la chercheuse, comme on veut. Simplement, des questions. Moi, c'est surtout que je suis ravie voilà, que ce type d'initiative puisse s'inviter un petit peu partout, y compris à Nice. Et je voulais dire que parmi les personnes qui sont dans le public, j'imagine qu'il y a beaucoup de consommateurs, puisqu'on l'est tous, et que ce que je dis à mes élèves, ce qu'on essaie de dire aussi à nos élèves, c'est que si on veut que ce changement ait vraiment lieu, il faut que toute la population se saisisse de cette question-là. Et on sait très bien que parmi nos élèves, il y en a qui ne deviendront pas agriculteurs parce que ça va être trop compliqué, parce qu'ils ne viennent pas d'une famille d'agriculteurs, par exemple. Et que même s'ils n'aboutissent pas à ce type de projet, eh bien, ils seront passés par un établissement où ils auront été sensibilisés et ils pourront apporter des petites graines auprès du reste de la population. Donc voilà, c'est un espoir et il faut qu'on le partage largement. Voilà. Donc c'était plus qu'une question, c'était un remerciement d'être là pour vous. Et puis également, même si la FNSEA co-gère le ministère de l'Agriculture, heureusement il y a des fonctionnaires qui savent faire autre chose que fonctionner et qui prennent un peu d'avance par rapport à des décisions. Voilà, merci beaucoup. Une question très ponctuelle. Combien y a-t-il de gens qui travaillent à la ferme à Montsartois? Combien ça a généré d'emplois finalement? Après, autre chose, moi je suis habitué, en habitant ici, dans cette ville ou ce département, à considérer que l'agriculture chez nous, c'est aussi ce qu'on a fait avec la pêche et toute la mer, avec ces bacs à poissons qu'on élève de façon industrielle aussi. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment dans ce secteur-là? Et comme j'ai vu en Bretagne des endroits dans lesquels ils font du travail avec les algues, où en est-on ici? Parce que je crois que la Méditerranée, ça nous pose autant de problèmes que les terres agricoles. J'ai noté. Peut-être qu'on... Parce que s'il y a trop de questions, on va avoir du mal à répondre. Répondez. Une remarque, c'est que notre consommation ici va agir aussi sur certains pays, et à l'inverse, ce qui se passe dans d'autres pays agit aussi sur notre consommation. Donc à ce titre, eh bien, je vous invite à venir voir un documentaire qui va avoir lieu que je ne me trompe pas, le vendredi 17 à 19h30 au 29 route de Turin, et on va passer un documentaire dans le cadre du festival alimentaire qui s'appelle Toxique Afrique Côte d'Ivoire, et où on va parler des problématiques des pesticides et aussi de la ruine et de la pauvreté des agriculteurs. Et on va passer aussi le vendredi 24 à Raoul-Mille, donc à la bibliothèque Raoul-Mille, à 19h, un documentaire sur la plaine du Var qui s'appelle Du béton sur nos courgettes. Voilà. Et à Montsartois le 13 novembre. Le même. Alors, est-ce qu'on peut aborder les éléments de réponse pour toutes les questions qui ont été posées? Je crois que la première concernait les ennemis. Les aspects politico-syndicaux de la... Et c'est vrai que la FNSEA, c'est quand même quelque chose. Bon, la FNSEA, clairement, très au-dessus de la mêlée. Donc, FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Donc, exploitants agricoles, pas paysans. J'aime bien rappeler que c'est un syndicat patronal. Donc c'est plutôt un syndicat de propriétaires et de chefs d'entreprise qui est guidé avant tout par la rentabilité économique de leurs entreprises,
plutôt que par l'intérêt général et la qualité de l'alimentation qui est produite. En France, la FNSEA, il y a d'autres responsables, si tant est qu'il faille les pointer du doigt les uns les autres, parce que je pense que la responsabilité est très largement collective. Mais il y a d'autres responsables. Globalement, tous ceux qui spéculent sur l'agriculture. Et cette spéculation, elle prend différentes formes. C'est la spéculation foncière qui fait qu'on arrive aujourd'hui à la situation dans laquelle on est. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que les terres agricoles sont un bien commun et que, au même titre qu'il existe un conservatoire du littoral en France, il devrait y avoir un conservatoire des terres agricoles pour sortir la question de la spéculation foncière de la question de l'agriculture. Mais la spéculation, c'est aussi, vous en avez parlé, les échanges entre les pays, la spéculation sur les matières agricoles, qui ont un impact très important également sur l'agriculture locale. C'est au niveau des intrants, mais au niveau des prix sur certaines filières, les céréales qui sont des élevages, qui sont des filières très importantes en France, les paysans en produisent sans savoir combien ils vont vendre, et ce n'est pas eux qui définissent leur prix. À aucun moment, c'est eux qui définissent leur prix. Ce sont au mieux la coopérative agricole, enfin je dis au mieux, mais c'est pour être gentil, hein, la coopérative agricole à laquelle ils adhèrent, mais ils ne choisissent pas leurs itinéraires techniques, ils ne choisissent pas ce qu'ils doivent mettre, quand ils doivent le mettre, c'est le technicien de la coop qui appelle, et ils ne choisissent pas à quel prix ils vendent, parce qu'ils sont en exclusivité avec la coop ou avec Lactalis ou je ne sais qui pour vendre. Donc ça, cette perte d'autonomie des paysans à cause des logiques de spéculation, des logiques financières, sont très importantes. Je pense qu'on a une responsabilité collective aussi en tant que consommateur. Alors, pareil, je le dis brutalement, vous faites le tri, hein, mais aujourd'hui, si on ne regarde que la question prix quand on veut s'alimenter, ça reste un problème. Et ça pousse le système agricole vers la situation qu'on connaît aujourd'hui. Il faut faire rentrer d'autres mécanismes quand on est consommateur que la simple logique prix quand on achète. C'est facile à dire, on sait les problèmes sociaux qu'il y a derrière, tout le monde ne choisit pas, j'en ai très bien conscience, voilà, je livre les choses un peu brutalement. Et là, tout ce que je vous ai dit, à part les échanges entre les pays, ce sont des logiques très françaises. Il y a aussi, donc, comme je vous disais, une logique spéculative, le levier le plus important qui est sur l'agriculture pour faire changer l'agriculture, encore une fois, c'est la PAC. Aujourd'hui, la PAC, elle est faite pas uniquement par la France, hein, mais par plein d'autres pays, donc le problème n'est pas que français. Et quand on regarde qui sont les plus gros bénéficiaires de la PAC, les plus gros bénéficiaires individuels de la PAC, alors très longtemps, ça a été la Reine d'Angleterre. Maintenant qu'ils sont plus dans la PAC, c'est plus elle, mais sinon, ce sont beaucoup de... Oui, elle est morte aussi, accessoirement, c'est vrai. Ça restait à la couronne. Mais ce sont beaucoup de milliardaires ou d'entreprises cotées en bourse. Donc il y a cette volonté aussi, encore une fois, spéculative et possédante. Donc on revient sur les questions échange nord-sud, est-ouest et FNSEA, qui jouent pour beaucoup. Mais encore une fois, là c'est vraiment pour pointer tel ou tel du doigt, mais je suis archi convaincu que le problème est davantage un problème collectif que l'unique responsabilité de la FNSEA. Juste, peut-être... Je vais pointer du doigt, mais je pense que tout le monde est au courant, mais le président de la FNSEA est aussi responsable d'une société agroalimentaire qui est à l'échelle mondiale. Hein. Et donc, il y a forcément peut-être un conflit d'intérêt. Peut-être que je une attaque personnelle. Et qui a très fortement augmenté son bénéfice en 2022 en spéculant sur le blé. Moi, effectivement, la FNSEA a des responsabilités, je pense, au niveau national. Ce n'est pas toujours le cas au niveau local. Il y a aussi des gens qui sont à la FNSEA qui sont ouverts, qui défendent le bio, qui chantent. Voilà, donc toujours dur hein, de mettre les gens dans les cases. Moi, je suis très prudent. Par contre, je rajouterai l'industrie agroalimentaire. Tout à l'heure, je vous parlais de la fourchette à la fourche. Si on nous fait manger des cochonneries, c'est parce qu'il y a des gens qui gagnent des sous dessus. Et justement, comme on travaille avec des chercheurs, il y a un chercheur, juriste de l'alimentation, François Collère du Tilleul, qui a écrit un livre Nourrir, qui est super intéressant pour ceux qui veulent approfondir, et qui intervient dans un diplôme universitaire qu'on organise à Montsartou, et qui montre très bien que
en fait, l'alimentation est aux mains de quelques entreprises multinationales, et donc dans le côté de l'Organisation mondiale du commerce. Si, alors ça changerait partout, mais si l'alimentation, comme la santé et l'éducation, était à l'ONU, et deviendrait donc un bien commun, il pourrait y avoir une approche différente. Donc ça, c'est quelque chose à creuser, hein, mais effectivement, et un exemple très concret sur la spéculation, parce qu'il me met en colère. On a fait porter à la guerre de l'Ukraine l'augmentation du prix du blé. Quand la guerre en Ukraine a démarré en février, on était à 340 € la tonne de blé. Au mois d'août, on est effectivement monté à 440. Au mois de septembre, on est revenu à 340. Actuellement, on est à 240 € la tonne. Donc le blé a diminué de plus de 30% dans les cotations internationales. Alors déjà, et donc parce qu'il y a des traders des céréales, hein, ça se fait comme à la bourse, le prix des céréales, et donc qui empoche tout l'argent que génèrent ces spéculations, c'est bien des grandes entreprises. L'industrie agroalimentaire qui ne joue pas le jeu de rebaisser les prix une fois que le blé a baissé, parce que moi je vois quand j'achète pour la cantine, nos pâtes bio, elles sont toujours à plus 50%, alors que le blé a baissé de 30%. Donc vous voyez, donc cet enjeu, au-delà de la FNSEA, il y a un vrai enjeu économique. Et la dernière chose que je voulais dire sur le prix, en même temps, ça me permettra de répondre à la question sur le nombre d'employés à la régie agricole. Il y en a 3. 3 agriculteurs qui cultivent 4 hectares, qui produisent 25 tonnes, pour vous donner des ratios. Le prix du kilo de légumes qui sort de la régie municipale agricole, il est à 4,50 €. Il est plus cher que si j'achète chez un grossiste en bio. Pourquoi il est plus cher? Parce qu'on paye nos agriculteurs sur la grille de la fonction publique. Donc la juste rémunération, nous, on l'applique. Et d'un autre côté, nous, on l'explique à nos électeurs et on ne fait rentrer qu'une partie des 4,50 € dans le coût de revient du repas, parce que nos agriculteurs, ils ont aussi des services environnementaux, et quand ils seront intégrés à la PAC, on comprendra ce que ça veut dire, c'est-à-dire que quand on dépense pour la régie agricole, on a aussi des gains qui arrivent en termes de biodiversité, en termes de préservation de la qualité de l'eau, de l'air, des sols vivants, en termes de pédagogie pour les enfants qui viennent visiter cette ferme. Et tout ça, ça doit se valoriser. Et c'est pour ça que dans le coût de l'alimentation, il faut aussi comprendre tout cela et peut-être expliquer progressivement aux consommateurs que déjà la part de chaque budget affecté à l'alimentation n'a cessé de baisser depuis plusieurs dizaines d'années. C'est-à-dire qu'on a créé d'autres besoins qui captent du budget. Donc on nous dit que l'alimentation est chère. Alors, elle est chère parce qu'il y a de la spéculation aussi, mais elle est chère aussi parce qu'on s'est créé d'autres besoins et qu'on répartit différemment nos budgets. Et on ne pourra jamais avoir une alimentation de qualité si on n'accepte pas une juste rémunération des agriculteurs. Et donc, cette juste rémunération, elle peut venir d'une augmentation du prix de l'alimentation ou une augmentation et une réorientation, parce qu'il n'y a même pas besoin d'augmenter le budget de la PAC, c'est la réorienter sur des services environnementaux, c'est-à-dire qu'on va, c'est ce que tu disais, on va les financer une agriculture positive pour l'environnement, positive pour le climat, positive pour notre santé, et pas financer une agriculture qui empoisonne tout le monde. J'ajouterais à ce qu'a dit Gilles que la juste rémunération des agriculteurs implique aussi une juste rémunération des autres travailleurs. C'est-à-dire que l'augmentation des salaires, elle est aussi en fonction de cette question. Maintenant, sur les multinationales. Oui, donc je veux juste compléter sur l'ennemi, sur les multinationales. Juste accentuer le rôle que ces multinationales ils ont dans le système alimentaire, parce que
ils ont des bénéfices qui sont absolument astronomiques, qui se chiffrent en plusieurs milliards d'euros. Et comme on a beaucoup d'argent, on a aussi beaucoup de leviers. Donc c'est pas simplement politique, parce qu'on sait qu'ils contrôlent bien le politique, mais c'est aussi les assurances, les banques, c'est aussi la publicité. Donc là, j'ai vu une étude qui regardait le financement de la publicité agroalimentaire. Donc c'est pareil, c'est plusieurs milliards d'euros par an. Et si on regarde quels sont les produits pour lesquels on dépense les plus pour la publicité, bah, ça va être majoritairement des fast-food, des produits ultra transformés, des produits qui sont très mauvais pour la santé, des bonbons, etc., qui sont mauvais aussi pour l'environnement. Donc comment on veut aujourd'hui qu'un enfant qui regarde la télé et voit toutes ces publicités et qui ne va pas à l'école de Mouansartou, comment on veut que cet enfant choisisse manger quelque chose de sain au lieu de quelque chose qui est pas cher, qui est accessible, pas cher parce que c'est payé par nos impôts, mais qui est aussi très accessible parce qu'il y en a des partout, et dont ils voient la publicité toute la journée. Donc, et ils ont aussi un rôle important sur la réglementation. Donc on parlait par exemple de la PAC. Aujourd'hui, à Bruxelles, c'est un territoire de lobby agro-industriel très très présent. Donc il y en a plein, il y a des centaines de lobbyistes. Et par exemple, quand il y avait l'enjeu de mettre en place le Nutri-Score, donc le petit ABCD sur le repas, il y avait des élus, les députés, qui ont reçu des menaces de mort. Donc c'est un lobby qui est extrêmement puissant. Et donc c'est pour ça que c'est vrai qu'on dit beaucoup que le consommateur il a un rôle de choisir qu'est-ce qu'il mange, qu'il peut influencer. Mais cette affirmation, elle n'est pas complète parce que notre comportement il est façonné par notre environnement culturel, par les choses qu'on voit tous les jours. Donc ça, il faut aussi agir sur ça. Et donc notre levier, il n'est peut-être pas aussi fort qu'on le pense du point de vue systémique. Un chiffre, parce que ma mémoire m'avait fait défaut, le groupe Avril, qui est détenu par le président de la FNSEA, c'est le patron du groupe Avril, en 2022, 32% de bénéfices en plus, soit 9 milliards. Voilà, donc la vie n'était pas difficile pour tout le monde dans le coût des céréales et des huiles, parce qu'il est aussi sur les oléagineux. Y a-t-il encore des questions? Il y a eu une question sur la pêche, est-ce que vous avez... Oui, ouais, ça m'intéresse. Ouais, vas-y, commence. Je commence juste par une histoire. Après, pour la pêche, après il y a Philippe Géron. La pêche, le poisson en restauration collective, c'est plus compliqué. C'est plus difficile pour être cohérent entre comment ne pas tomber dans la surpêche et comment avoir un poisson qui ne nous empoisonne pas. Parce que la pollution de la mer, les plastiques et tous les métaux lourds qu'on peut y trouver sont un vrai problème de santé publique. Alors le poisson, on sait que ça apporte des nutriments qu'on ne trouve pas ailleurs, mais ça nous apporte aussi des saloperies, qu'on trouve aussi ailleurs. Et juste, il se trouve qu'à Mouansartou, tous les samedis matins, il y a un pêcheur de canne, chez Vidal, hein, qui est un commerce de producteurs, qui vient vendre sa pêche, assez cher. Mais on trouve certains poissons à 15 € le kilo, ce qui reste quand même correct. Évidemment, sur les dorades et le loup, c'est 30. Et il m'a proposé quelque chose pour les cantines, parce que... alors on l'a raté cette année, ça sera pour l'année prochaine. J'ai appris aussi la saisonnalité de la pêche. Donc il y a le passage des dorades entre le 15 octobre et le 15 novembre dans la baie de Cannes. Il se trouve que le temps était très mauvais, là, donc il a beaucoup moins pêché que prévu. Mais il me proposait des dorades pour la cantine à 8 € le kilo. Et ben voilà, l'année prochaine, on espère les avoir. Donc il y a encore, c'est de la niche, hein. Ça va être une fois les dorades en novembre, octobre-novembre, et une fois les mulets en avril. Mais même si on le fait que 2 fois, c'est faire connaître d'autres poissons aux enfants, et c'est aussi un revenu pour le pêcheur. Et donc c'est le marailleur qui les a eus, qui vous les a revendus 30 € le kilo. Ouais, sur la pêche, alors la pêche sur le papier, c'est quand même un des meilleurs moyens pour avoir accès à de la calorie alimentaire sans impacter la ressource si jamais elle est gérée durablement. C'est-à-dire qu'on ne cultive pas, on ne met pas d'intrants,
en théorie, on va pas loin, on jette les filets, et si jamais on ne prélève pas assez, c'est une ressource qui est renouvelable. Donc sur le papier, la pêche fait partie des, on va dire, des points intéressants pour nous nourrir convenablement. Le problème de la surpêche fait que aujourd'hui il y a un énorme problème de biodiversité à cause de la surpêche. Et alors il y a plusieurs solutions à ça. La première, c'est bien changer nos habitudes alimentaires, encore une fois, et aller vers des espèces qui sont moins impactantes que celles qu'on a l'habitude de manger. En général, on mange quoi? On mange les carnassiers, on mange les poissons qui sont tout en haut de la chaîne alimentaire, les loups, les dorades, le thon, le saumon, etc. Alors qu'il vaudrait mieux aller vers des espèces qui sont plutôt herbivores au début de la chaîne alimentaire et qui sont plus importantes et parfois assez méconnues. Alors on connaît bien la sardine, mais on en mange de moins en moins en fait. Mais il y a aussi chez nous t'as dit le mulet par exemple, le sèvreau, voilà, les chinchards, les sopes, la sope, ouais. La sope, personne n'en mange, c'est très bon. Et 15 € le kilo là samedi dernier, donc c'est... Donc voilà, il y a ces questions-là. Il y a un autre problème sur la pêche, vous l'avez mentionné rapidement, c'est l'aquaculture, la pisciculture, qui pour moi est une aberration écologique et environnementale totale. C'est-à-dire qu'on va élever des poissons carnassiers avec de la farine de poisson issue de la pêche industrielle, en fait. Donc l'aquaculture ne peut se penser que parce que nous avons de la pêche industrielle, qui discrimine pas ce qui pêche, qui réduit en poudre, qui nourrit, et avec des problèmes de pollution très importants, déjà par l'ombre portée à cause des cages, par les concentrations de pesticides, d'aliments et de déjection, et qui posent des problèmes aussi d'accès... Exactement. Exactement. Et là, il y a des gros projets, et notamment un projet contre lequel on se bat à Golfe-Juan de méga ferme aquacole, qui mérite voilà, qu'on se penche dessus. Mais donc, pisciculture, on oublie, pêche industrielle, on oublie. En revanche, on peut vraiment, encore une fois, défendre les petits, les artisans pêcheurs qui connaissent le terrain, qui choisissent les bonnes espèces, qui préservent la ressource parce qu'ils en dépendent fortement. Donc, il n'y a pas à être, je pense, pour ou contre la pêche, mais c'est quelle pêche on veut promouvoir et à quel niveau de consommation on se situe. Oui, avant de poser ma question, je vais faire juste un petit point d'histoire par rapport à la question qu'a posée Robert sur la FNSEA. Parce que les Alpes-Maritimes, c'est un microclimat politique. Oui, c'est un microclimat politique, et je vais expliquer pourquoi. Il n'y a jamais eu de FNSEA dans les Alpes-Maritimes. Pourquoi? Parce que il y avait toute une série de petites exploitations agricoles. Et la plupart des paysans de l'époque adhéraient au MODEF. Ce qui faisait que MODEF, qui est une organisation paysanne qui était proche du Parti communiste, je crois qu'elle existe encore d'ailleurs, il y avait un député communiste dans la région de Canelas qui était justement élu par ces petits paysans, qui s'appelait Henri Portalet. Et il y avait surtout une chambre d'agriculture qui était dirigée par des communistes. Et là, je m'appelle à la mémoire de Roger Carles, par exemple, qui était maire de Comte et qui était président de la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 20-25 ans? Jacques Médecin, c'est pour ça que je parle de microclimat politique, a créé une association qui s'appelle Agriculture 06, qui existe encore d'ailleurs, et qui avait pour but, et qui s'est fixé pour but, que de démolir la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes, dirigée par les communistes. C'est ça l'histoire qui s'est passée. Je ferme cette parenthèse pour poser ma question provocatrice. Est-ce que la question du bio dans l'agriculture, ce n'est pas un problème des pays riches? Dans votre exposé, il y a un élément que vous avez oublié, c'est quand même l'augmentation de la population en France et dans le monde. Moi, je vais avoir 70 ans, je suis la première génération qui n'a pas connu les cartes d'alimentation. C'est-à-dire que les gens ont été nourris quand même, après le
je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais sans les engrais, sans les apports techniques, sans tout ce qui est dénoncé aujourd'hui, je pense qu'on aurait eu quelques problèmes à nourrir la population. D'où ma question. Oui, je vous dis, c'est une question provocatrice. Est-ce que le bio est capable de nourrir la planète? Oui, mais on peut argumenter. Oui. Répondez. Vous avez 2 heures. Non, mais on peut répondre vite en un mot, oui, ça c'est la réponse, mais je vais développer un peu. Il y a un rapport de la FAO, donc le Fonds pour l'alimentation. Oui, le Fonds alimentaire, c'est en anglais. Oui, c'est. Bon, bref. C'est la branche alimentaire de l'ONU. C'est ça, voilà, branche alimentaire de l'ONU. Donc il y a plusieurs rapports qui disent qu'on peut nourrir 12 à 15 milliards de personnes avec l'agriculture biologique. Sous réserve, encore une fois, qu'on change notre régime alimentaire et qu'on mange moins de viande. Donc la réponse est clairement oui. Ensuite, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, si on ne change pas le modèle et qu'on reste sur des tracteurs en monoculture et juste on se passe des engrais et des phytos, évidemment, en bio, on produit moins. D'accord ? La production baisse à technique équivalente. En revanche, si on diversifie les productions et qu'il y a plus de travailleurs dans les champs, à la surface, on augmente le nombre de calories alimentaires. Et surtout, on est sur un modèle qui est durable, alors que le modèle aujourd'hui, comme l'a très bien dit Andrea, n'est absolument pas durable. Donc non seulement on peut nourrir en bio toute la population, mais je dirais même que c'est le seul moyen de nourrir toute la population à terme. Et un autre point, juste, vous avez dit, si on les apports techniques, les engrais, etc., la bio, c'est une agriculture, et l'agroécologie en général, c'est très technique. Justement, c'est pour ça que c'est aussi assez difficile à diffuser, que je parlais de formation. C'est une agriculture qui est très technique, qui n'est pas du tout « j'arrête de mettre des engrais et je prends ce que la nature me donne », mais il faut connaître la vie du sol, la vie de la plante, son contexte, apprendre, etc. Donc il n'y a pas une opposition entre la modernité qui serait les engrais et les produits contre une vision passéiste et bucolique qui serait l'agroécologie. C'est même l'inverse. L'agroécologie aujourd'hui est source d'innovation énormément. Et une agriculture très technique qui ne se passe pas d'engrais, qui ne se passe pas de produits, mais qui utilise des engrais et des produits naturels, biodégradables, sans gros impact sur l'environnement et qui permettent d'avoir une vision long terme. Bravo. Juste pour compléter, mais c'est déjà très bien dit, donc c'est bien sûr possible et ça a été démontré par plusieurs études déjà. Je pense qu'il y a des études qui montrent qu'on pourrait nourrir jusqu'à 11-12 milliards de personnes sans problème. Par contre, sous condition qu'on diminue la consommation de viande, ça c'est sûr, et aussi qu'on diminue le gaspillage alimentaire. Parce que, je me rappelle, il y a environ 30% de ce qui est aujourd'hui produit et gaspillé. Donc bien évidemment, on en a une marge de 30% en plus qu'on pourrait faire. Et oui, c'est vrai que en fait, si on continue ce système il nuit au sol. Et si on détruit la qualité de nos sols, dans 50 ans, s'il y a trop d'érosion de sol, si le sol il est trop pollué, on ne pourra plus rien y cultiver. Donc, exactement comme il a dit Noël, et je ne sais pas si Gilles veut... Non, je ne rajouterai pas sur ce que vous avez dit, c'est très complet. Juste inverser la question. Est-ce que chacun n'a pas droit à manger une alimentation qui respecte sa santé et qui respecte l'environnement? Et la seule solution pour y arriver, c'est le bio ou, pour ne pas être sectaire, une vraie agroécologie. Parce qu'après, il faut faire attention, quand il naît des labels comme la haute valeur environnementale, par exemple, qu'on veut faire passer pour de l'agroécologie, qui utilise autant de pesticides qu'avant ou presque. Ils ont juste rajouté quelques haies sur les bordures, mais comme il y a des pesticides, il n'y a personne dans les haies, parce que de toute façon, les produits sont nuisibles pour eux. Donc, non, il faut qu'on revienne à une agriculture, une alimentation qui respecte la santé et l'environnement. On sait le faire. On a toutes les études montrent qu'on a les capacités de le faire, qu'on ne va pas affamer le monde. Et d'ailleurs, on a encore des famines aujourd'hui avec 30% de gaspillage alimentaire dans le monde.
je veux dire, c'est énorme ce qu'on produit, et en fait, cette alimentation qu'on jette en plus, elle est très impactante pour les surfaces de sol qui sont cultivées de manière intensive au dessus des sols pour nourrir des poubelles qui vont aussi polluer et coûter cher, et comme la qualité de l'eau, etc. Enfin voilà, on est dans un système qui est justement, qui se veut hyper technique et technologique pour des profits économiques. Et on n'est pas dans une volonté de nourrir sainement les habitants avec des techniques qui respectent l'environnement. Donc c'est tout ça qu'il faut changer. C'est un vrai défi, mais si on ne relève pas ce défi-là, on va dans le mur, pour moi. En une seconde, ajouter un point, quand on parle de gaspillage alimentaire, on pense souvent gaspillage alimentaire dans l'assiette. La plus grosse partie du gaspillage alimentaire, c'est le gaspillage alimentaire au champ ou dans... Enfin, au champ, le commerçant. Ça, c'est le deuxième. Ou par les différents intermédiaires. Plus on éloigne le producteur du consommateur, plus le gaspillage alimentaire augmente. Et la grosse part de gaspillage alimentaire vient aussi de notre modèle de production éloigné du consommateur et de notre modèle de distribution. De ma vie, je ne suis jamais entré dans une boucherie. J'ai 86 ans, ça va pas mal. Et je déplore vraiment le conditionnement du consommateur à qui on raconte que la santé est fondée sur l'alimentation aux viandes, pour laquelle on produit du soja d'une part néfaste là-bas et qu'on importe en traversant l'Atlantique, et d'autre part le maïs qui consomme une quantité de notre eau nationale. Et j'ajoute que l'Institut agronomique fabrique des prêtres de l'alimentation surtransformée. Les ingénieurs agronomes, ce ne sont pas des idéologues de l'alimentation saine. Ils fournissent les travailleurs pour l'industrie du transformé et sont malhonnêtes dans leur raisonnement, jusqu'à la fibre publicitaire dont le summum est précisément d'intoxiquer nos enfants avec des bonbons et tout ce que vous voulez. Là, on arrive aux chocolateries de Noël, alors ça va être infernal. Le maïs, c'est épouvantable. C'est, je crois, le céréale qui consomme le plus d'eau et qu'on trouve le moyen de cultiver encore en France dans des endroits qui n'ont pas d'eau. J'ai vu dans le Vaucluse où j'ai vécu 15 ans, un agriculteur qui a sauvagement puisé dans la nappe phréatique pour alimenter ses champs de maïs. Et comme la filière politique jusqu'au Premier ministre est constituée de paysans, enfin de producteurs de pinards par exemple, il n'est pas gêné pour fermer les yeux sur les égarements agricoles. J'ai fait encore autre chose à dire, mais ça m'échappe. Excusez-moi. Ah oui. Alors, je ne consomme plus de viande, je peux m'en passer, avec toutes ces vaches qui produisent autant de gaz carbonique et tout ce que vous voulez, mais aussi le lait. J'ai beaucoup consommé de lait dans ma vie, jusqu'au jour où j'ai pris conscience du massacre du monde, des bovins, tout ça parce que excusez-moi, Descartes avait décrété que l'animal ne souffrait pas. Et par conséquent, dans les abattoirs, on les sacrifie bêtement, on leur inflige des souffrances. Quand j'ai pris conscience de ça, j'ai arrêté le lait. Et d'ailleurs, on vend de plus en plus de lait végétal, ce qui me réussit très très bien. Bon, j'arrête. Merci beaucoup. Avant de poser, c'est pas une question, c'est plus un commentaire à la table, je voudrais faire une toute petite réaction rapide aux deux choses qui ont été dites, parce que le monsieur qui vient de parler vient de nous parler des agronomes,
et l'autre monsieur juste avant, sa question provocatrice sur le bio, je pense que précisément le monde agronomique est en train de faire sa mutation. Au niveau de l'INSA, il y a vraiment des changements, et précisément, il y a un lien entre les deux choses qui ont été dites. Monsieur faisait allusion à la révolution verte industrielle qui a nourri tout le monde, et un de ses chantres à l'époque était René Dumont, qui a fait sa conversion après et qui a fait une prise de conscience écologique. Et un des disciples de Dumont, qui est maintenant professeur émérite, qui a pris sa retraite, Marc Dufumier, a fait un livre très intéressant justement sur comment le bio peut nourrir la planète. Si vous voulez creuser le sujet, je vous invite à le voir. Et quand vous disiez que le bio c'est un problème de pays, c'est un luxe de pays riches, voyons quand même que le plus gros tribut payé par les enfants du monde qui subissent les pesticides et pour des problèmes de santé parce qu'il n'y a pas la protection qu'il y a chez nous, c'est dans les pays pauvres. Allez voir ce qui se passe en Inde ou ce qui se passe en Amérique latine. Donc je vous invite à peut-être à nuancer un tout petit peu votre approche. Voilà, enfin, c'est pas au sens polémique, hein, c'était juste, pardon, ma conclusion était peut-être un peu plus sèche que je le souhaitais, veuillez m'excuser, mais je vous invite vraiment à creuser le sujet. Et sur la remarque qu'au départ je dirigeais pour la table, c'est que j'ai trouvé très intéressant d'avoir les 4 approches complémentaires sur le pas cher, sur la nourriture pas chère, et vous avez chacun prenant la parole creusé et défini le sujet, enfin pas défini, pardon, et enrichi le sujet, ce que je trouvais très intéressant, et c'est très intéressant de revenir à ça via l'alimentation, mais en fait c'est tout le problème du low cost, du pas cher, il faudrait toujours rajouter apparent, parce que tout le pas cher qui bousille le tissu social de nos villes, qui crée du chômage, de la délinquance, qui fait de la pollution, qui bousille nos... Voilà, c'est tout notre système économique, et l'alimentation en est un excellent exemple, et peut-être une façon de réentrer dans ce sujet. Mais c'est bien au-delà malheureusement. Non. Ce sera plus simple avec le micro. On l'entendra pas. Donc, pour rebondir sur ce qu'a dit monsieur, il faut savoir que, oui, on a nourri des personnes, mais on a ruiné énormément d'agriculteurs, et il y a eu des suicides collectifs en Inde très importants. Donc, cette révolution verte, elle n'a pas fait que du bien. Et ça, vous avez un super documentaire qui est très instructif là-dessus, qui s'appelle « Solutions locales pour un désordre global » de Colin Serrault, et que je vous invite tous à regarder vivement. Il y a un autre sujet dont on n'a pas encore approfondi, c'est la dépendance alimentaire, la dépendance des précaires alimentaires, parce qu'il y a une institutionnalisation de cette dépendance alimentaire qui est une dépendance structurelle, c'est-à-dire que l'agro-industrie, elle se débarrasse de tous ses stocks en plus au niveau des personnes les plus précaires sur le plan alimentaire, et elle a une réduction d'impôts maintenant sur ses actions. Donc, c'est tout bénéfice pour elle, il faut le savoir. Et il y a la Confédération paysanne qui a proposé en solution, puisqu'on parlait beaucoup de précarité tout à l'heure, de créer une sécurité sociale de l'alimentation. Donc, des solutions, il y en a, mais on a en face de gros ennemis et il va falloir bien résister. Bonsoir, j'ai une toute petite question à M. Pérol. Est-ce que tout ce qui a été mis en place à Montsartou, il serait prêt à travailler avec un autre syndicat agricole que la FNSEA pour une dissémination sur d'autres communes dans le département? Je vais répondre très rapidement à cette question, oui. Bien, moi, on partage, je vous l'ai dit, avec 750, on a plus vocation à partager avec des collectivités qu'avec des syndicats. Mais on travaille avec tout le monde, et notamment nous, on travaille beaucoup avec Agribio 06, puisque bon, ils sont effectivement plus proches de nous, mais on travaille aussi avec la Chambre d'agriculture, et je crois qu'il ne faut pas être sectaire. Je veux dire, on réussira le changement
que si on arrive à fédérer toutes les forces. Donc oui, moi je partage avec tout le monde. Juste, je vais répondre 2-3 mots à chaque question parce que c'est hyper important. Sur la santé, alors vous êtes en forme, certes, c'est super, mais il y a d'autres personnes qui le disent, dire que l'ANSES, qui est l'agence nationale qui donne des avis sur la santé, a dit notamment pour les cantines scolaires qu'on peut nourrir 100% végétarien un enfant pour peu que le régime végétarien soit bien structuré et équilibré. Donc l'idée qu'on a mise dans la tête de tous les publics et surtout des plus pauvres, qu'il faut manger de la viande pour être en bonne santé, qui vont acheter de la viande de mauvaise qualité et en fait qui se font plus de mal que d'acheter des bonnes légumineuses et des bonnes céréales, voilà, c'est ces messages-là à qui il faut tordre le cou. Oui, moi je ne dis pas qu'il ne faut plus manger de viande. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai énormément réduit ma consommation. À la cantine, on a diminué de 50%. Et parce qu'on a, enfin, il y a l'enjeu des producteurs. Il y a des producteurs de viande qui travaillent bien, qui respectent le bien-être animal, alors c'est sûr qu'on arrive à un moment à l'abattage. Mais il y en a qui le font aussi en accompagnant leurs bêtes. Donc voilà, il faut. Moi, je ne suis pas pour la radicalité collective, individuelle, chacun fait ce qu'il veut, bien entendu. Mais je ne suis pas pour la radicalité, mais c'est un peu du bon sens, c'est-à-dire que c'est prendre la connaissance et voir ce qu'on fait pour mieux manger. Et pour terminer sur les... non, juste un mot avant. Les dépenses de santé en France liées à l'alimentation, c'est 60 milliards par an. On peut faire des choses avec 60 milliards. Hein. On peut changer des choses. Donc, on est dans un pays qui ne sait pas faire de prévention, qui ne sait pas flécher les financements sur la prévention, qui n'est que sur la réparation. Réparation de l'environnement. On refait des digues, là où ça va, on refait des ponts à Saint-Martin-Résubi, on les refait 3 ans après, etc. C'est-à-dire et on ne fait rien sur la prévention. Donc, 60 milliards. Et il y a une autre étude qui vient de sortir de la FAO également, c'est que 10% des dépenses de santé de 150 pays dans le monde représentent 10% du PIB mondial. Je n'ai pas eu le temps de lire l'article, j'ai lu juste le titre. C'est sorti cette semaine, donc allez voir, ça doit être hyper intéressant, comme quoi il y a de l'argent à réorienter sur la qualité alimentaire. Et sur la sécurité sociale de l'alimentation, c'est hyper important. Moi, j'ai des responsabilités nationales, hein, je suis le référent de l'Association des maires de France en alimentation, donc je connais plein de projets en France, et notamment ceux de Montpellier, de Nantes, qui travaillent, mais comme je connais, il y a une autre association qui fait un super boulot sur l'accessibilité sociale, l'alimentation, c'est l'association VRAC, vers un réseau d'achat en commun avec Boris Tavernier, qui a lancé ça à Lyon et qui se développe dans la France. Et oui, il faut qu'on arrive à sortir de cette aide alimentaire au bénéfice de la grande distribution. Parce qu'au-delà de donner les restes, comme les grandes surfaces ont découvert maintenant qu'ils pouvaient vendre moitié moins cher leurs produits à 1 ou 2 jours de DLC, vous le voyez tous quand vous êtes dans les grandes surfaces, des grosses pastilles en promo, les dons à la banque alimentaire maintenant sont faits à J-1 de la date de consommation. Le temps de le livrer, le temps de le répartir dans les banques, dans les épiceries sociales, c'est jeté. Donc non seulement la grande surface défiscalise sur son don, mais économise la taxe de traitement des ordures ménagères sur ses produits, et c'est la collectivité qui le prend en compte parce que la banque alimentaire jette les produits qu'elle n'a plus le droit de donner. Alors, les DLC, ça dépend des catégories de produits, mais sur les produits frais, c'est ça. Donc oui, il y a des scandales, et oui, il faut changer. Et la sécurité sociale de l'alimentation, c'est un super projet. Il y a des expérimentations qui avancent bien. On va, nous, lancer un projet sur Montsartou où justement on veut transformer l'épicerie, notre épicerie sociale, qui a
au moins 30% de produits bio, hein, c'est ça aussi, une vraie épicerie sociale, c'est accessible. On le fait pour tous, hein, l'accès à l'alimentation durable, mais on voudrait la transformer en une épicerie solidaire, où effectivement, déjà qui sera moins stigmatisante, où tout le monde pourra venir, mais tout le monde ne payera pas le même prix. Et c'est un peu le principe de savoir que certains qui vont accepter de payer plus cher, et ce surplus sera mis dans un pot commun qui permettra à d'autres de... C'est le principe de la sécurité sociale. Donc ouais, on va le faire à petite échelle à Montsartou, Montpellier le fait à grande échelle, Bordeaux aussi, mais bon, je n'ai pas encore entendu que c'était repris au niveau national par notre gouvernement, il me semble. Oui, je parle beaucoup, désolé. Une remarque sur l'élevage, vous m'avez entendu dire 32 fois, je crois, qu'il fallait réduire notre consommation de viande. Pour autant, de mon point de vue, je ne pense pas qu'il faille être complètement manichéen. Encore une fois, respect total des convictions, des volontés individuelles de chacun sur cette question-là. Mais si les humains que nous sommes se sont mis à l'élevage, c'est pas juste pour le plaisir de manger de la viande, mais c'était aussi un moyen de produire de la calorie alimentaire pour valoriser des terres sur lesquelles on ne pouvait pas cultiver. L'élevage, dans notre département, c'est le pastoralisme. C'est les chèvres dans la forêt caillouteuse, etc. Je veux dire, et il y a beaucoup, et si on regarde dans le monde entier, les grandes zones d'élevage, c'est des zones où vous ne pouvez pas cultiver. Donc c'est un moyen pour les humains, en fait, de produire de la calorie alimentaire. Donc si d'un côté, je suis complètement d'accord avec vous, quand vous dites maïs-soja, qui en fait veut dire élevage industriel, et je pense qu'il faut bannir, si possible, de notre alimentation cet élevage industriel complètement. En revanche, je pense qu'il y a un intérêt presque anthropologique, c'est un gros mot, mais un intérêt sociétal en tout cas à conserver un élevage de qualité qui permet de produire de la calorie alimentaire tout en ouvrant certains milieux et en respectant certains milieux. Je vais juste compléter quelque chose encore. Donc, j'ai rajouté quelques études peut-être. Il y a des études de point de vue sanitaire, c'est vrai que la viande, c'est pas vraiment nécessaire. Et il y a des études qui montrent que ça peut être nécessaire pour certains types de populations, telles que des populations âgées vulnérables, des femmes enceintes, des enfants. Et c'est qui montrent les études en même temps que les plus grands consommateurs de viande dans la société, c'est des hommes en bonne santé, entre 20 et 60 ans. Et si on regarde également l'évolution de la consommation de viande, les personnes qui diminuent, souvent le profil socio-démographique qui diminue la consommation de viande, ça va être surtout des femmes et surtout des personnes jeunes. Donc c'est pas vraiment le profil qui devrait diminuer cette consommation. Et ce qui est un peu... Donc c'est une question compliquée parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de pastoralisme dans la région. Et en fait, quand on regarde l'impact climatique, il vient surtout de méthane. Et en fait, méthane, on peut pas l'enlever, que ce soit dans le pastoralisme, que ce soit dans les élevages intensifs, on ne peut pas l'enlever. Après, c'est qu'il faut se rendre compte aussi que ce système pastoral, il est très minoritaire en France. La majorité de viande qu'on consomme aujourd'hui, c'est une viande industrielle. Et c'est surtout sur cet aspect qu'il faut agir. Et sur la précarité, donc c'est rejoint un peu la remarque de la Révolution verte que certes, ça a fait énormément exploser la production, mais ça n'a pas permis à éradiquer la famine. Il y a aujourd'hui presque 1 milliard de personnes dans le monde qui souffrent de la famine. Même en France, on estimait qu'il y avait une personne sur 10 qui a été dépendante de l'aide alimentaire. C'est des chiffres qui sont catastrophiques et qui ne font que augmenter depuis le Covid. Là, je ne sais pas si vous avez vu l'intervention du président du Resto de Cœur, je crois, qui était à la télé, qui a dû dire on n'arrive plus à répondre à la demande. Il y a des estimations que c'est une personne sur 3 qui se limite en termes de point de vue qualitatif ou quantitatif de ce qu'ils mangent. Et c'est un système qui risque à s'effondrer. Et si ce système s'effondre, il y a des chercheurs qui estiment que ça va être une révolte. Parce que s'il y a des gens qui ne peuvent pas manger, s'il y a des gens qui ne peuvent pas nourrir leurs enfants, c'est un système qui va droit dans le mur.
Donc c'est une question importante et justement sur ces sujets, donc je ne sais pas si vous connaissez la sécurité sociale d'alimentation, on en a parlé juste pour approfondir, donc c'est un système même que la sécurité sociale, donc c'est-à-dire que chaque citoyen, c'est démocratique, c'est chaque citoyen aura le droit d'une certaine somme chaque mois pour utiliser dans l'alimentation qui va être conditionnée par ces dispositifs. Donc aujourd'hui, il y a des expérimentations qui sont suivies par les chercheurs, notamment à Montpellier. Donc il y a centaines d'individus qui aujourd'hui expérimentent ces principes. Donc si ça peut vous intéresser, vous pouvez regarder leur site, c'est Sécurité sociale d'alimentation. Et vous trouvez le collectif et les expérimentations en cours. Il y a encore des questions. Oui, encore une question. Où il est Et là, je suis là. Là, Robert. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'eau. Je vois que Monsanto a fait des économies en eau. Mais est-ce qu'il y a des projets dans le département de recyclage de l'eau polluée ou de l'eau en difficulté? Et qu'est-ce qu'il en est au plan national? Alors, non, là, je vous ai fait, parce que je vois le temps file, on ne prendra sûrement pas les slides de l'étude donc je vous mets de temps en temps une slide différente, vous pouvez la regarder. Et ça, c'est pas sur Montsartou, c'est la consommation alimentaire des 10 000 habitants qui ont généré ces économies réparties sur l'endroit où on produit l'alimentation, c'est pas local. Nous, effectivement, en voulant développer l'agriculture sur Montsartou, on se heurte à la problématique de l'eau, hein, comme tout le monde. Et on est effectivement en train de travailler sur ce qu'on appelle la reuse, donc la réutilisation des eaux des stations d'épuration, pour tout un secteur agricole de la plaine des Canebiers, pour ceux qui connaîtraient, au cœur de la forêt de Montsartou, qui est peu desservie par le réseau d'eau et qui a peu d'eau souterraine, et qui a la chance d'avoir la station d'épuration. Et donc on est en train de travailler avec un échange de pratiques, notamment avec l'île de Noirmoutier qui fait ça depuis très longtemps sur ses pommes de terre. Et on va sûrement lancer un chantier avec l'INRAE d'Avignon dans le cadre d'un projet européen pour travailler là-dessus. C'est aussi ça. C'est à utiliser avec précaution, parce que l'eau des stations d'épuration retourne aussi dans les rivières. Et donc il faut vérifier l'étiage. Voilà. Donc on ne peut pas capter 100% des eaux d'épuration parce qu'il y aura d'autres problématiques. Donc il faut le faire de manière raisonnable. Certains sur la Côte d'Azur le font pour nettoyer les routes. Est-ce que c'est la priorité? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'agriculture, ça peut être une des solutions parmi les autres, mais comme avant tout, la gestion économe de l'eau est une terre vivante. Peut-être que tu pourrais en dire deux mots, mais par exemple, la régie agricole est 100% en goutte à goutte. Voilà, donc en 10 ans, on a doublé notre production, mais on a gardé la même consommation d'eau qu'il y a 10 ans. Et de manière plus générale, parce que partager, on peut aussi, on a vu sur l'électricité, ça a marché l'année dernière, l'énergie, l'électricité et gaz, ça repart. À Montsartou, on a diminué sur l'année 2023 de 16% notre consommation en eau, globalement, tous les habitants. Donc il y a aussi des solutions sur une gestion sobre, une vie plus sobre. En France, presque 60% de l'eau qui est consommée en France l'est par l'agriculture. Et dans nos régions méditerranéennes, avec le bouleversement climatique, c'est un enjeu majeur, vraiment majeur. Il y a plusieurs solutions, on va dire, qui sont avancées par les uns les autres. Donc, alors certains veulent construire des méga-bassines, c'est-à-dire voilà, privatiser l'eau sur des grandes surfaces en pompant dans la nappe souterraine pour arroser du maïs voilà, afin de nourrir le bétail. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs, mais cet après-midi, le Conseil d'État a cassé la dissolution des immeubles de la terre. Je suis très content qu'on puisse en parler, les applaudir, parce que ça me fait vraiment très plaisir. Mais après, voilà, il y a des solutions, si vous voulez, de gestion économe de l'eau qui doivent être différenciées suivant les territoires.
Donc par exemple, c'est ce que dit Gilles, je me souscris à 100%, c'est-à-dire que la réutilisation des stations d'épuration dans notre département, elle est plutôt très pertinente dans le sens où la majorité de nos stations sont sur le littoral et puis l'eau finit à la mer et au final on pourrait l'utiliser pour l'agriculture. Dans d'autres régions c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus contestable parce que justement elles alimentent les cours d'eau qui ont un impact important sur la qualité des sols et sur la biodiversité notamment, mais pas que. Et sur l'eau potable. Et juste un point complémentaire, l'eau n'est pas la seule problématique des cultures avec le réchauffement climatique. C'est-à-dire que, un exemple très concret, août 2022, on plante les plants de choux à la régie, on les arrose et ils meurent. C'est-à-dire que l'air était tellement chaud et sec qu'on avait beau arroser des micromotes, parce que quand on reçoit les plants, c'est des micromotes, le système racinaire n'est pas encore très développé, donc il faut aller vers des techniques de mise à l'ombre. Enfin voilà, on va être obligé d'inventer d'autres. L'eau est un problème, mais il n'y a pas que l'eau. On va avoir besoin d'être imaginatif pour s'adapter au réchauffement climatique, pour continuer à produire de l'alimentation. Et l'agroforesterie, par exemple, est une des pistes, parce que cultiver à l'ombre des arbres, certains légumes en saison chaude, peut être une solution, et en plus il y a tous les champignons qui créent un microbiote dans le sol qui sont positifs. Du coup, voilà, dans les techniques, quand on dit méga-bassine par exemple, on se dit voilà, le stockage de l'eau est néfaste en soi, pas nécessairement. Chez nous, il peut y avoir, c'est ce qui se faisait historiquement, hein, tout le monde a en tête les bassins horticoles, parce qu'on a des saisons pluvieuses très importantes. À un certain moment, on n'a pas besoin d'eau. Bon, un stockage individuel, sachant que chez nous, l'eau part, pareil, assez vite à la mer, c'est pas forcément aberrant. Et ensuite, dans les pratiques, il y a voilà, les techniques, on va dire, de gestion économe de l'eau. Les pratiques doivent évoluer aussi sur l'eau. Gilles vient d'en parler, goutte à goutte, gestion économe, etc. Mais ce qui va être le plus difficile, je pense, c'est le bouleversement des savoirs qui va être nécessaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend certains exemples, je vais caricaturer pour que tout le monde soit au clair, ça sera plus simple. Gilles prend l'exemple du chou. Peut-être que demain, il faudra accepter de ne plus cultiver de chou sur le littoral chez nous, parce qu'on ne sera pas capable de le tenir sans consommer énormément d'eau. Je dis le chou, mais ça pourrait être autre chose. Mais en revanche, il va falloir qu'on apprenne à cultiver des espèces, des variétés qu'on ne cultive pas aujourd'hui. Et là, il y a un enjeu en termes de transmission de savoir, en termes de formation, de compétences des paysans, des paysannes, qui est extrêmement important et extrêmement difficile à mettre en place. Et l'une des techniques qui fonctionne le mieux, et on revient sur les techniques agrobiologiques, tu en as parlé aussi, c'est d'avoir un sol vivant, donc d'avoir un sol qui fasse ce qu'un sol forestier fait en fait, c'est-à-dire un rôle d'éponge, parce qu'il est assez riche en matière organique pour conserver l'eau longtemps, et avec des techniques, voilà, aller vers des sols beaucoup plus riches en matière organique, avec des techniques beaucoup moins violentes, donc arrêter les labours, être toujours sur des sols couverts, semer des plantes qui vont elles-mêmes pouvoir retenir l'eau pendant quelques temps dans les cultures intermédiaires, utiliser plus le compost qui est une ressource et pas un déchet, enfin voilà, tous ces cercles vertueux qui sont le cœur même de ce qu'on appelle l'agrobiologie. Écoutez, il est 20h27 et nous devons libérer la salle à 20h30. Je vous remercie. D'ailleurs, les absents ont eu tort parce que le débat s'est déroulé le débat s'est déroulé très riche, s'est déroulé avec beaucoup de pertinence, je trouve. Alors je vous souhaite une bonne fin de soirée. En vous rappelant, et je vais être trivial au possible, c'est que nous n'avons pratiquement pas de subvention et que la salle nous coûte chaque fois quelque chose d'important. Donc il y a deux petits réceptacles à chaque sortie dans lesquels vous pourriez déposer quelques bols. Merci. Voilà. Et à bientôt le 23 11. Et en plus, là, depuis aujourd'hui, la mairie nous a obligés d'avoir... Non, c'est pas la mairie. Non, c'est pas la mairie. Non, la salle. C'est le ministère de l'Intérieur qui oblige à la présence de 2 vigiles et non 2 vigiles, voilà. Donc, soyez généreux avec notre association. Merci.